Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la période qui a suivi l'élection présidentielle du 27 août 2016 a affecté les médias nationaux. La presse locale se remet au fur et à mesure de ces événements. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a fini par rembourser les fonds publics utilisés pour sa résidence privée, mais l'affaire Nkandla Gate continue de susciter de vives polémiques. Et puis en Égypte, un jeune étudiant a inventé un gilet pare-balles à moindre coût, une invention qu'il espère produire en masse afin de fournir l'armée égyptienne. Mais tout d'abord, en Zambie, le président Edgar Lungu, réélu le 11 août 2016, a entamé son mandat de 5 ans ce mardi 13 septembre. Le vainqueur de la dernière élection présidentielle a été reconduit à son poste dès le premier tour avec 50,3% des suffrages. Lors de son investiture, le chef de l'État a exhorté le pays à l'unité nationale, un appel aussitôt rejeté par son principal opposant Hakainde Hichilema, qui conteste sa victoire et le soupçonne de fraude. Au Gabon, la période post-électorale s'avère être rude pour les médias nationaux, notamment pour la presse en ligne. Depuis l'annonce des résultats, le 31 août de l'élection présidentielle, les réseaux Internet ont subi de nombreuses coupures. La situation se rétablit petit à petit, mais ces événements pourraient coûter au Gabon dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Un reportage de Serge Kofi. L'heure est à la reprise pour la presse, l'une des victimes de la crise post-électorale au Gabon. La chaîne privée Radio-Télévision Nazareth, RTN, dont une partie du bâtiment a été incendiée et saccagée dans la nuit du 31 août dernier, après l'annonce des résultats, a repris du service. En ce moment, tout revient petit à petit, mais en ce qui concerne le journal, sinon le service que je dirige, tous les reporters sont présents. Les journalistes vont sur le terrain comme d'habitude, malgré le peu de véhicules qui nous restent en fait avec. Le droit d'être informé est un droit inaliénable et un droit universel. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, vous constatez que nous ne pouvons pas nous exprimer. La presse en ligne, très active et concurrentielle, a connu une période difficile. Au lendemain des résultats, la fourniture Internet a été coupée pendant 5 jours. Aujourd'hui, elle n'est assurée que de 7h à 18h. Une situation qui paralyse les rédactions des médias en ligne comme gabonreview.com. Notre premier coup dur a été que le site a été attaqué dans la nuit de la proclamation des résultats. Je crois le 29 au matin, on est arrivé, le site avait été attaqué. Je crois qu'après la présidentielle, ça va se calmer un peu. Et après, on va redevenir libre comme avant, avec une presse qui est parfois très dure envers le pouvoir, qui laisse faire, faut dire. Autre média neutralisé, le quotidien pro-gouvernemental L'Union. Le journal a connu l'assaut des émeutiers et a été incendié en partie. Après 13 jours d'absence, il a apparu ce mardi dans les kiosques. On peut supputer sur des éventuels mobiles de ces violences inexpliquées. On pourrait, à première approche, mettre en cause l'équilibre de l'information. L'équilibre de l'information, c'est-à-dire la diffusion d'informations partisanes qui pourraient fâcher donc les partisans d'un camp ou d'un autre, et la nature de ce traitement qui est soupçonné comme principal mobile de ces violences pourrait, à notre avis, être à l'origine. Pour certains observateurs, cette année électorale a été une année difficile pour les journalistes gabonais. Les événements survenus vont certainement coûter au pays des points en moins au classement annuel établi par l'ONG Reporters sans frontières. Le dialogue attendu entre l'opposition et la délégation de la majorité ne s'est pas tenu ce mardi 13 septembre en République démocratique du Congo. Le dialogue national congolais, ouvert depuis le 1er septembre, est donc au point mort et toujours boycotté par deux des principales forces de l'opposition. L'origine du désaccord serait l'ordre de l'organisation des élections présidentielles et locales. Rappelons que selon la Constitution, l'élection présidentielle congolaise devrait se tenir avant la fin de l'année 2016.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est plié à la décision rendue par la Cour constitutionnelle et a remboursé près d'1 demi-million de dollars à l'État le 12 septembre. Cette somme représente une partie de l'argent public dépensé pour la rénovation de sa résidence privée de Nkandla en 2009. Une affaire très controversée dans le pays. Fanny Mounichi. Se dirige-t-on vers le dénouement du Nkandla Gate? Le président sud-africain Jacob Zuma aurait en tout cas remboursé à l'État plus de 500 000 dollars d'argent public dépensés pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée de Nkandla. Le scandale avait été dévoilé dès 2014 par la médiatrice de la République. En s'acquittant de cette somme qui était due à la trésorerie nationale, M. Zuma confirme de ce fait qu'il n'a donc pas respecté, disons, la Constitution, comme l'y enjoint le serment présidentiel. Et donc, de toutes les façons, les partis d'opposition sont décidés à tirer les conséquences de cette acceptation implicite du fait qu'il était dans le tort. La somme remboursée par le président sud-africain serait financée par un prêt immobilier, prêt sur lequel l'opposition émet des doutes. Elle demande que des preuves soient apportées au Parlement sur la provenance des fonds versés. Ébranlé par cette affaire, le chef de l'État n'en garde pas moins d'importants soutiens, notamment au sein de son parti, l'ANC. Lorsque M. Zuma est arrivé au pouvoir après l'éviction de Thabo Mbeki, il a vite fait de épurer disons, les organes centraux de l'ANC partis au pouvoir. Il a nommé au sein des organes exécutifs de l'ANC des amis à lui, des clients qui se sont compromis avec lui et qui lui doivent leur position. Et donc, auprès de ceux-là qui font la décision, au sein du parti, il garde d'énormes soutiens. Les différents scandales de corruption ont néanmoins entamé la popularité de l'ANC. Le parti a subi un échec cinglant lors des dernières élections locales, en perdant pour la première fois le contrôle de grandes villes comme Johannesburg, Pretoria ou encore Port Elizabeth. En Égypte, la bataille menée dans le Sinaï par l'armée égyptienne contre les militants de l'État islamique est coûteuse en vie humaine. En un an, des centaines de soldats et civils sont tombés lors de ces combats. Pour mieux protéger l'armée égyptienne, un étudiant a inventé un gilet pare-balles à moindre coût et espère en produire en masse afin de fournir les militaires. Graziella Tchakounté. Un gilet pare-balles à moindre coût. C'est l'invention du jeune étudiant en génie Raymond Ashraf. Avec une insurrection qui fait rage dans la province du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, les forces de sécurité sont attaquées de façon récurrente. Pour les protéger, Raymond Ashraf est sur le point de mettre en place des gilets pare-balles à la fois légers et peu chers à produire. L'idée est venue à moi après avoir vu les fréquentes attaques contre les policiers et le personnel de sécurité. Un soldat doit porter une armure de corps en acier, titane, céramique et autres matériaux lourds afin de lui fournir suffisamment de sécurité. Dans les gilets pare-balles traditionnels, acier, plaques céramiques ou métalliques sont utilisés dans les couches, mais en utilisant une combinaison d'additifs et d'adhésifs sur les tissus de polyamide chimique, il semblerait que le poids de l'armure se réduit tout en assurant une protection maximale. Ce que je pensais était de créer un matériau composite. Nous allons utiliser ce matériel et l'améliorer en utilisant des additifs chimiques. Ils pèsent moins, coûtent moins cher et sont plus esthétiques que les modèles actuels. J'ai créé le gilet pare-balles en utilisant une méthode qui garantira un rendement très élevé, sans utiliser trop de couches qui, autrement, augmentera le poids et le coût pour le fabricant ou pour l'utilisateur. À 22 ans, Raymond Ashraf et son équipe espèrent à l'avenir développer ces gilets au-delà des frontières égyptiennes. Pour rappel, des centaines de soldats et de policiers ont perdu la vie en Égypte, principalement dans le nord du Sinaï. Ces événements interviennent depuis la mi-2013, lorsque le chef de l'armée d'alors, Abdel Fattah al-Sisi, a renversé le président Mohamed Morsi suite aux protestations de masse.
Aux Jeux paralympiques de Rio au Brésil, l'athlète Walid Katila a apporté une nouvelle médaille d'or à la Tunisie le 12 septembre dans la finale du 100 mètres en fauteuil roulant. La Tunisie est première du continent africain avec 11 médailles au compteur. Au classement général, le pays est pour l'instant 16e sur 64 nations participantes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.